Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Ritter, ancien marine américain, officier supérieur du renseignement et inspecteur en armement, pour discuter du contrôle des armements. Plus précisément, les États-Unis envisagent d'envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, et ils pourraient également prolonger le traité START, qui est le dernier grand accord sur les armes nucléaires dont nous disposons, et qui doit expirer en février de l'année prochaine. Alors, bienvenue dans l'émission. Je pensais qu'il serait intéressant de commencer par les Tomahawk. En tant qu'inspecteur en armement, que sont les Tomahawk et à quel point serait-il perturbateur pour les États-Unis d'envoyer ces missiles en Ukraine, via l'Europe, je suppose, mais tout de même en Ukraine? Eh bien, le Tomahawk, il en existait 3 variantes. Il y avait une version lancée depuis les airs, une version lancée depuis la mer et une version lancée depuis le sol. La version terrestre a été déployée en Europe au début des années 1980 dans le cadre de la stratégie de contre-force adoptée par les États-Unis pour compenser le déploiement soviétique du missile nucléaire à portée intermédiaire SS-20 qui était mobile sur route. Le SS-20 était perçu comme modifiant l'équilibre des forces en Europe, donnant aux Soviétiques un avantage considérable. Et vous savez, il fallait que nous le contrions. Nous avons donc déployé 2 systèmes, le Pershing II, qui est un missile à propergol solide, très performant, très précis. Et nous avons également déployé le missile de croisière lancé depuis le sol, le Tomahawk. Le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire a été signé parce que le monde reconnaissait que ces systèmes d'armes à portée intermédiaire étaient extraordinairement déstabilisants, surtout lorsqu'ils étaient déployés en Europe. Si l'on voulait une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, alors ces armes étaient parfaites à déployer, car l'instabilité qu'elles engendraient aurait inévitablement échappé à tout contrôle. Ainsi, le président Reagan et le secrétaire général Gorbatchev ont eu la sagesse, en décembre 1987, de signer le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Il est entré en vigueur en juillet 1988 et nous nous en sommes débarrassés. Nous les avons éliminés. La version aéroportée existait toujours. Je la connais très bien depuis la guerre du Golfe en 1991. Vous savez, la première utilisation au combat du missile de croisière lancé depuis les airs visait l'usine de production de missiles irakienne de Taji. Ensuite, il y avait la version lancée depuis la mer, que tout le monde a vu tirer depuis des navires ou émergeant de l'eau à partir de sous-marins. Elle a de nouveau joué un rôle très important dans les premiers moments de l'opération Tempête du désert et dans à peu près toutes les opérations militaires américaines depuis. Mais la version terrestre avait disparu, éliminée, jusqu'à ce que Donald Trump décide de se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, ce qu'il fit en août 2019, en invoquant un dossier fabriqué. C'est du moins mon évaluation. L'argument que nous avons avancé contre les Russes était qu'ils déployaient un système, le 9M729, dont nous affirmions qu'il avait une portée intermédiaire dépassant les 500 miles. Les Russes l'ont nié et ont fait de leur mieux pour prouver le contraire. Mais nous nous sommes retirés parce que nous voulions nous retirer. La raison pour laquelle nous voulions nous retirer était que nous voulions déployer le Tomahawk dans une version lancée depuis le sol. Quelques semaines après notre retrait, nous avons effectué le premier essai du Tomahawk lancé depuis le sol, tiré depuis ce qu'on appelle un pod Mark 41, le même système utilisé sur les navires et aussi, d'ailleurs, en Pologne et en Roumanie, dans le cadre de leur soi-disant bouclier de défense antimissile balistique. Ce système peut également lancer des missiles comme le Tomahawk, qui sont des missiles d'attaque au sol. Et nous y voilà. Il est de retour dans le système.
Je veux dire, il existe une variante nucléaire, évidemment, nous ne la fournissons à personne, sauf peut-être aux Britanniques, mais même là, j'en suis pas sûr. Le Tomahawk est surtout connu pour sa charge conventionnelle, sa capacité à frapper avec précision sur de longues distances. Mais c'est un système un peu surestimé, pour être honnête avec vous. Il y a certaines choses dont j'ai le droit de parler et d'autres dont je n'ai pas le droit de parler. L'une des choses dont je n'ai toujours pas le droit de parler, c'est la précision du Tomahawk pendant la guerre du Golfe. Vous pouvez facilement deviner pourquoi ils ne veulent peut-être pas parler de l'efficacité réelle de ce système. Mais malgré tout, même s'ils ont amélioré le Tomahawk au fil du temps avec un meilleur guidage et de nouvelles technologies, lorsqu'il a été utilisé contre la Syrie, encore une fois par Donald Trump lors d'une autre attaque très médiatisée, je pense qu'il n'a pas bien fonctionné. La majorité d'entre eux ont été abattus ou ont manqué leur cible. Le Tomahawk n'est tout simplement pas un très bon système, et il faut beaucoup de Tomahawk pour détruire une nation. Encore une fois, j'ai mentionné l'installation de missiles de Taji au nord de Bagdad, pour une raison, parce que nous l'avons couvert de Tomahawk, des dizaines d'entre eux, et nous ne l'avons jamais complètement détruite. C'est donc un système qui a une certaine capacité, mais en ce qui concerne la destruction physique réelle des installations, il n'est tout simplement pas très efficace. Nous en avons tiré 35 tout récemment contre l'Iran, je crois, visant des sites de missiles ou des sites nucléaires à Ispahan, avec peu ou pas d'effet. Voilà donc ce système. Il est maintenant, vous savez, proposé à l'exportation. Les États-Unis, toujours à la recherche d'un profit, ont décidé qu'ils voulaient exporter le Tomahawk. Auparavant, je crois que seuls nous et les Britanniques l'utilisions. À présent, il est question de l'envoyer au Japon et aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont la partie importante ici, car comme vous l'avez indiqué, le Tomahawk ne serait pas fourni directement par les États-Unis à l'Ukraine. Il passerait par un intermédiaire européen, un pays de l'OTAN. Les Néerlandais, vous savez, je pense qu'ils ont conclu un contrat. Ils ont effectué leurs essais opérationnels. Un Tomahawk a été tiré depuis une frégate néerlandaise. Les Néerlandais prévoient d'en acheter quelques centaines, avec des livraisons qui devraient commencer en 2028. Donc lorsque nous parlons de fournir le Tomahawk à l'Ukraine, ce serait par l'intermédiaire d'un pays européen. Et les Néerlandais semblent être les candidats les plus probables, car ils sont la seule puissance européenne, à part les Britanniques, à acheter le Tomahawk. Toute autre nation européenne qui voudrait s'en procurer devrait attendre son tour, et les Ukrainiens ne verraient jamais ce système d'armes. Mais vous savez, c'est là où nous en sommes. Il peut atteindre des cibles à 2400 km, avec précision. Mais comme le président Poutine l'a mentionné à Valdai, le même groupe de discussion où nous étions, c'est un vieux système, et ils peuvent l'abattre. Ce n'est pas un facteur décisif. Ce n'en est vraiment pas un, à moins qu'il ne frappe des cibles politiques. Je veux dire, en tant que système d'armes destiné à dégrader, la seule raison pour laquelle l'Ukraine voudrait cela, c'est, par exemple, qu'on parle beaucoup en ce moment d'utiliser le Tomahawk ou un système de type Tomahawk pour détruire l'usine de production de drones près de Kazan. Pour détruire efficacement cette installation, il faudrait plus de 60 missiles Tomahawk. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire avec un ou deux. Il en faudrait 60. Et même dans ce cas, rien n'est garanti. Pour frapper d'autres installations, par exemple, si l'on voulait détruire l'usine d'assemblage de missiles de Votkinsk, où les Russes produisent les Iskander, les Yars et d'autres systèmes stratégiques, il faudrait probablement frapper cette installation avec bien plus de 100 Tomahawk. Et même alors, il n'y aurait aucune garantie de succès. Ce n'est tout simplement pas un système très efficace.
Mais lorsque les discussions portaient sur la nature déstabilisatrice de ces Tomahawks, encore une fois, pendant la guerre froide, le principe de base était qu'ils serviraient principalement de moyen de dissuasion. La crainte, cependant, était qu'ils puissent être utilisés dans une première frappe, quelque chose de cet ordre. Mais cette fois, il s'agit de les utiliser activement dans une guerre contre la Russie. Nous voyons des dirigeants occidentaux parler de la nécessité d'envoyer des missiles à longue portée pour aider à frapper des installations énergétiques et des sites de production d'armes, certains allant même jusqu'à évoquer des cibles politiques. C'est donc très différent. Je veux dire, à quel moment franchit-on la ligne entre une guerre par procuration et une guerre directe? Trump s'y opposait autrefois. Je me souviens qu'il s'était montré très virulent contre l'envoi de l'attaque par Biden, disant que c'était clairement un pas de trop. Et même dans le bureau ovale, lorsqu'il criait sur Zelensky, il l'avait averti qu'il jouait avec la Troisième Guerre mondiale. Qu'est-il arrivé à la prudence? Je veux dire, Trump comprenait autrefois la gravité de la situation. Et maintenant, il semble très désinvolte quand il parle de la nécessité d'envoyer des Tomahawks. Ce qui m'amène aussi à ma question sur l'implication des troupes américaines. Dans quelle mesure est-il nécessaire que des troupes américaines, ou peut-être néerlandaises, aident les Ukrainiens avec ce système d'armes? En d'autres termes, à quel moment franchit-on la ligne menant à une guerre directe? Glenn, avec tout le respect que je te dois, nous avons déjà franchi cette ligne. Nous sommes en guerre avec la Russie. Nous ne le reconnaissons simplement pas, mais c'est une guerre. Les Russes le savent, ils ont fait des déclarations en ce sens. Même Marco Rubio dit que nous sommes dans une guerre par procuration avec la Russie. C'est une guerre. Nous sommes des participants directs à ce conflit, et cela fait déjà un certain temps. Cependant, le Tomahawk serait, avant tout, un système à capacité nucléaire. Le facteur de dissuasion qu'il possédait dans les années 1980 ne venait pas de sa capacité à livrer des charges conventionnelles, mais de sa capacité à livrer une charge nucléaire. Pendant la guerre froide, lorsque le Tomahawk a été déployé pour la première fois en Europe dans une version à lancement terrestre, c'était un système à capacité nucléaire. Et c'est ce qui le rendait si dangereux. Et vous savez, cela pouvait être utilisé pour participer à une première frappe. Il existait en fait un plan visant à utiliser le Pershing II pour décapiter la direction soviétique, le commandement et le contrôle. Ensuite, le Tomahawk, combiné aux missiles Trident, lancés depuis des sous-marins de classe Oyo, opérant près des côtes sur une trajectoire réduite, devait chercher à détruire autant que possible de la force de missiles nucléaires soviétique, afin de créer une inévitabilité de la défaite, une première frappe classique. C'est ce qui la rendait si déstabilisante. C'est pourquoi la décision a été prise de s'en débarrasser. Mais maintenant, il faut se poser la question. Si vous êtes russe et que vous voyez un Tomahawk tirer sur vous depuis l'Ukraine ou de n'importe où, comment savoir qu'il n'est pas nucléaire? Comment savez-vous que cela ne fait pas partie de cette décapitation? Si vous remontez à décembre 2021, lorsque les Russes discutaient avec l'administration Biden au sujet de l'Ukraine, ils ont clairement indiqué à plusieurs reprises que la chose qui les inquiétait plus que tout le reste, c'était la présence de missiles à longue portée de l'OTAN basés sur le sol ukrainien. Vous voyez, l'Ukraine est comme un point dans le ventre de la Russie. Toute l'infrastructure stratégique russe a été conçue et installée à l'époque soviétique, lorsque l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Ainsi, vous savez, l'emplacement des installations et des capacités russes, où se trouvent les bases, était considéré comme faisant partie de leur profondeur stratégique. Il faudrait un certain effort pour passer, vous savez, des pays de l'OTAN à travers le pacte de Varsovie,
jusqu'à la profondeur soviétique. Parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y avait pas que l'Ukraine. Il y avait tout un tampon d'États comme la Roumanie, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie et l'Allemagne de l'Est. Ils constituaient tous une zone tampon en termes, vous savez, d'espace. Et maintenant, l'expansion de l'OTAN a amené l'Alliance directement aux frontières de la Russie. Avec l'Ukraine, on entre et, littéralement, toute la profondeur stratégique russe se retrouve exposée. Les Russes ont dit « Nous ne pouvons pas vous permettre à vous, l'OTAN, d'y installer des capacités de frappe à longue portée. » Et l'administration Biden a refusé de s'engager à ne pas le faire. Donc, littéralement, le Tomahawk est le cauchemar russe qui arrive. Et la doctrine nucléaire russe est assez précise. Si un État non nucléaire est habilité par un État nucléaire à frapper la Russie, alors la Russie considérera cela comme une attaque d'un État nucléaire et répondra avec toute la capacité de ses moyens, c'est-à-dire de manière nucléaire. Nous devons donc reconnaître, dès le départ, que toute utilisation par l'Ukraine de missiles Tomahawk entraînerait une possible riposte nucléaire russe, surtout s'il visait des cibles politiques. Pouvez-vous imaginer un missile Tomahawk frappant le Kremlin, frappant Saint-Basile, frappant le théâtre du Bolchoï, frappant Saint-Pétersbourg? Imaginez ce qui se passerait si les Russes fournissaient des missiles calibre au Venezuela et que les Vénézuéliens les lançaient et qu'ils frappaient le Capitole, la Maison-Blanche, le Smithsonian. Pensez-vous que les États-Unis diraient « Oh, eh bien, c'est la guerre » ou ne supprimerions-nous pas non seulement le Venezuela à jamais, mais probablement aussi les Russes pour avoir facilité cette attaque? Parce que j'imagine que le missile calibre ne pourrait pas être tiré sans assistance au ciblage, assistance technique de la part de techniciens russes. La question maintenant est, le Tomahawk peut-il être utilisé par l'Ukraine sans assistance? La version du Tomahawk utilisée par les États-Unis repose sur des satellites GPS, satellites radar, satellites d'imagerie, qui fournissent des mises à jour en temps réel. Ce système ne peut être exploité par personne d'autre que les Américains. Tout d'abord, les systèmes de communication sont fortement chiffrés, et le matériel de clé est un secret jalousement gardé, protégé par la National Security Agency et d'autres agences de sécurité de la défense. Il ne sera partagé avec personne. Ce sont parmi les secrets les mieux gardés des États-Unis. Et puis il y a l'aspect technique, par exemple la technologie de suivi du terrain. Vous savez, ce paquet de frappe, la cartographie, est préparé par une unité spéciale du département américain de la Défense qui utilise des informations issues du renseignement des États-Unis pour le faire. Personne d'autre au monde ne peut reproduire cela. Donc si vous utilisez le TERCOM, cela signifie que vous utilisez un renseignement américain spécifiquement configuré pour la cible que vous frappez. Ce qui veut dire qu'en pratique, l'Amérique est en train de viser la Russie. C'est la même chose avec le GPS. Il s'agit d'un GPS de qualité militaire avec des communications chiffrées. Si vous utilisiez un GPS de qualité commerciale, les Russes le brouilleraient. Le missile serait inutile. Et enfin, la dernière phase du guidage repose sur la correspondance d'images. Les images sont stockées à l'intérieur du Tomahawk et à mesure qu'il approche, il scanne et cherche une correspondance. Et il trouve la correspondance, puis effectue la manœuvre finale pour atteindre la cible. Là encore, il s'agit d'images fournies par le système américain. Ils ne peuvent tout simplement pas fonctionner sans les États-Unis. Ainsi, la version américaine du Tomahawk ne pourrait pas être donnée à l'Ukraine sans que les Américains ne dirigent toute l'opération. Je veux dire, peut-être qu'un doigt ukrainien appuierait sur le bouton de lancement, mais tout le reste serait américain. Ce serait donc littéralement les États-Unis attaquant la Russie. La version d'exportation, par nécessité, devrait être simplifiée.
Dans quelle mesure elle le serait, je ne sais pas. Personne ne l'a dit publiquement. Je sais toutefois que le Congrès a accordé des dérogations au régime de contrôle de la technologie des missiles afin que le Tomahawk puisse être exporté. Et l'on pourrait imaginer qu'il y aurait une dégradation des capacités, que les États-Unis, en vendant le système d'armes à une autre nation, même à une nation de l'OTAN, devraient le configurer de manière à ce qu'il ne puisse être contrôlé que par cette nation de l'OTAN. La question est alors de savoir si ça est transférable à l'Ukraine. Autrement dit, si l'on peut simplifier le système pour les Néerlandais, ces derniers peuvent-ils simplement le transférer aux Ukrainiens et leur fournir un niveau de formation tout aussi simplifié? Ces éléments ne sont pas encore connus, mais cela importe peu, car au moment où un Tomahawk serait lancé contre la Russie, les Russes n'auraient d'autre choix que de supposer qu'il s'agit d'un missile à capacité nucléaire et devraient agir en conséquence. Eh bien, si l'on sait que cela serait perçu comme une attaque américaine contre la Russie, que cela représente, comme vous l'avez dit, le pire cauchemar de la Russie, étant donné qu'elle ignore quel type de charge utile est transportée, et pourrait, pour cette raison, déclencher une riposte nucléaire. Pourquoi avons-nous des personnes, comme le général Keith Kellogg, qui semblent, je dirais, excessivement enthousiastes à l'idée d'envoyer les Tomahawks en Ukraine? Je veux dire, quand ils sont tous ensemble, à se féliciter mutuellement en disant « Eh bien, c'est simplement l'Ukraine qui se défend ». Ce n'est pas comme si nous n'étions pas engagés dans une guerre par procuration contre la Russie depuis une dizaine d'années. Ils doivent bien savoir le risque qu'ils prennent ici. Pourquoi sont-ils si impatients? Est-ce de la désespération ou bien sont-ils simplement enfermés dans une bulle? Il est très difficile de comprendre pourquoi, après avoir traversé toute la guerre froide, nous semblons maintenant presque poussés vers une guerre directe avec les Russes. Eh bien, il y a deux choses. La première, c'est le désespoir. Nous perdons. Nous perdons gravement. Nous avons tout misé sur la conviction que les Russes ne pourraient pas survivre aux sanctions, qu'ils ne pourraient pas supporter l'isolement diplomatique et qu'ils n'avaient pas la capacité militaire de, vous savez, soutenir ce conflit. Nous espérions que les Russes s'effondreraient, littéralement s'effondreraient. Le but même de cette campagne était de provoquer un effondrement économique qui mènerait à un effondrement social, puis à un effondrement politique. C'est une opération de changement de régime qui est menée, faisant partie intégrante d'une politique en place depuis que Vladimir Poutine a remporté sa première élection. Je veux dire, il y a eu une période entre le moment où Eltsine l'a nommé la veille du Nouvel An 1999 et celui où Poutine a remporté l'élection en mars 2000, pendant laquelle nous pensions qu'il n'était qu'une figure de proue, un intérimaire, que nous pouvions manipuler le système politique russe comme nous l'avions fait avec Boris Eltsine et y placer quelqu'un qui nous conviendrait davantage. Mais quand Poutine a gagné l'élection, de justesse d'ailleurs, on pouvait dire que c'était un dictateur, mais c'était un homme élu démocratiquement. Il a gagné avec une marge très étroite. Vous savez, nous ne savions pas quoi faire. Alors, nous avons commencé une politique d'endiguement. Comment contenir? Parce que, voyez-vous, nous avions la Russie là où nous la voulions, le pied sur sa gorge. Comment continuer ainsi avec un homme que nous n'avions pas choisi? Et donc, nous avons eu des difficultés avec Poutine depuis ce moment-là. Vous savez, le soi-disant redémarrage russe de l'administration Obama, vous vous souvenez de ce fameux bouton rouge qu'Hillary Clinton a pressé en riant avec Sergei Lavrov, était une opération de changement de régime. Le but du redémarrage était d'écarter Vladimir Poutine et de maintenir Dmitri Medvedev au pouvoir. C'était tout. C'est la seule raison pour laquelle cela a eu lieu. Et quand cela a échoué, quand Poutine est revenu, nous avons redoublé d'efforts.
Vous savez, Nemtsov, Navalny, toutes ces opérations de la CIA, des opérations 100% authentiques de la CIA, étaient conçues pour saper le système politique russe, pour créer une opposition, non pas parce que nous croyons à la démocratie, mais parce que nous voulions renverser Vladimir Poutine. Et depuis, nous suivons, vous savez, cette voie. L'opération militaire spéciale, c'était en gros les Russes qui disaient non à tout un tas de choses. Donc, c'est une opération de changement de régime et elle a échoué. Vladimir Poutine est aujourd'hui plus fort qu'il ne l'a jamais été. Je veux dire, quelqu'un pensait-il que cet homme allait flancher? Vous l'avez vu, 4 heures, le cerveau fonctionne. Ce cerveau s'appuie sur 25 ans d'expérience à reconstruire la Russie, à la sortir des cendres pour la mener à cette position de premier plan mondial. C'est le dernier endroit où les personnes qui en ont après Poutine voulaient le voir. Il y a donc là un sentiment de désespoir, celui d'avoir échoué dans l'architecture censée faciliter la chute de la Russie. L'OTAN, l'Union européenne, l'ordre international fondé sur des règles, le G7, le G20, tout s'effondre. Et les États-Unis reconnaissent que leur rôle d'hégémon mondial incontesté est terminé. Nous passons, que cela nous plaise ou non, à un système multipolaire dans lequel la Russie joue un rôle majeur. Et nous avons toujours redouté ce qui se passerait si la Russie et la Chine s'unissaient. Eh bien, la Russie et la Chine se sont en quelque sorte unies. Et donc nous parions que nous pouvons encore faire tomber Poutine. Et vous savez, on voit cela, je veux dire, Gilbert Doctorow, je sais que vous le connaissez, il a parlé d'un coup d'État des élites russes qui serait... C'est tout simplement absurde. C'est un fantasme occidental. Aucun coup d'État n'est en préparation. Il n'y a pas d'élite désenchantée, complotant contre Vladimir Poutine. C'est ridicule et extrême. Mais c'est ce genre de raisonnement qui donne du pouvoir au Keith Kellogg, au Marco Rubio, au Pete Hegseth et aux autres russophobes qui entourent Donald Trump, parce qu'ils ont besoin de croire qu'il reste encore une chance de victoire. Ils ne peuvent pas accepter l'inévitabilité de la Russie, de Vladimir Poutine, sortant victorieuse de tout cela. Alors ils se persuadent qu'en agissant ainsi, ils feront tomber la Russie. Je veux dire, tu vois, lancer un Tomahawk sur Moscou, et voilà, Poutine s'effondre, s'écroule comme un château de cartes, c'est fini, il est parti, c'est réglé. Non, le monde prend fin. Donc il y a aussi cet aspect-là. Mais cela se rattache à quelque chose d'encore plus dangereux. Il y a ce sentiment que la Russie bluffe, qu'elle ne tient en main qu'une paire de deux, tout en misant comme si elle avait une quinte royale. Quand viendra le moment de montrer son jeu, la Russie n'aura pas les bonnes cartes et devra se coucher. Ils en font trop. Une grande partie de la raison pour laquelle les gens le pensent tient à la maturité de Vladimir Poutine, au fait qu'il ne réagit pas de manière excessive à toutes les provocations, et à la réticence de la Russie à faire monter les tensions inutilement. La Russie a encaissé des insultes et des coups qui auraient poussé les nations occidentales à réagir autrement. Mais au lieu de cela, la Russie a encaissé, au grand désarroi de nombreux Occidentaux qui se demandent « Pourquoi la Russie accepte-t-elle cela? Pourquoi Poutine ne fait-il rien ?» Parce qu'ils sont en train de gagner. En fin de compte, ils gagnent sur toute la ligne. La Russie ne perd aucun aspect de cette confrontation, cette guerre par procuration avec l'Occident. Elle gagne sur tous les plans. Et la confiance de Poutine, démontrée lors de sa présentation de 4 heures à Valdai, prouve qu'il est un homme qui sait où se trouve la Russie et où elle va. Il a confiance dans les capacités de la Russie. Mais au sein de l'administration Trump, certains pensent qu'il bluffe, qu'il suffit de le mettre au pied du mur. C'est pour cela qu'ils poussent dans cette direction. Ils franchissent des lignes rouges qu'aucun acteur rationnel ne franchirait. L'une des raisons pour lesquelles ils agissent ainsi,
c'est qu'ils ont été contaminés par la russophobie. Et la russophobie anesthésie littéralement l'esprit face à la réalité de la Russie. La russophobie vous empêche d'avoir une évaluation réaliste de la Russie. La CIA est profondément infectée par la russophobie. Vous l'avez vu en 2016 avec les absurdités du Russiagate et la manière dont la CIA l'a orchestré, fabriquant, exagérant ou déformant délibérément des renseignements à des fins politiques, parce qu'ils croyaient, au plus profond d'eux-mêmes, premièrement, que Vladimir Poutine était un autocrate maléfique et dictatorial qu'il fallait renverser pour le bien du monde, et deuxièmement, que les Russes ne pouvaient pas soutenir leur posture, que si on les poussait un peu, ils s'effondreraient. Et nous en sommes là, avec la CIA conseillant au président que la Russie est faible. Il est entouré de gens qui disent que les Russes bluffent. Et surtout, le président est embarrassé. Vous voyez, il a investi beaucoup de capital politique pour mettre fin à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il a dit qu'il pouvait le faire. Il a laissé entendre qu'il lui suffisait de décrocher le téléphone et que le monde viendrait à lui. Et maintenant, il est embarrassé. Il a perdu la face. Gêné, il cherche des moyens de sauver les apparences. Il est entouré de gens qui lui disent « Vous savez, la paix par la force, Monsieur le Président. La paix par la force. Vous devez être fort. Les Russes bluffent. Poutine n'est pas aussi fort qu'il le pense. Il a subi plus de pertes qu'il ne veut bien l'admettre. Ils ne sont pas capables de produire ce qu'ils produisent. Leur économie repose sur le pétrole. Il nous suffit d'étrangler leur pétrole et ils s'effondreront comme un château de cartes. Et il reçoit tous ces conseils russophobes, et personne dans son entourage ne connaît réellement la Russie. Je veux dire, Steve Witkoff a une fenêtre sur la réalité russe grâce à Kirill Dmitriev et à ses rencontres occasionnelles avec Vladimir Poutine. Mais Witkoff n'est pas un bon intermédiaire, car il ne parvient pas à traduire la réalité russe en conseils efficaces pour Donald Trump. Witkoff est simplement un outil utilisé par Trump pour envoyer des messages à la Russie, mais il n'est pas un très bon canal pour recevoir des messages et décrire fidèlement la réalité russe. Nous avons donc un président qui vit essentiellement dans un monde imaginaire en ce moment, acceptant des choses parce qu'il croit qu'elles constituent une politique efficace, que la Russie est plus faible qu'elle ne l'est réellement et qu'elle bluffe. Eh bien, Gorbatchev n'a pas hésité à critiquer Poutine, mais il a aussi reconnu que sans lui, la Russie aurait pu s'effondrer dans les années 2000, lui attribuant en somme le mérite d'avoir sauvé la nation. Donc non, je ne vois pas de changement de régime ni de coup d'État à l'horizon. Juste une petite observation. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un coup d'État dans un pays où le dirigeant bénéficiait de plus de 80% de soutien? Oui, c'est ça le problème. Même si on se débarrassait de lui, quelle serait l'alternative stable? Ce ne serait pas idéal pour la Russie. Mais je suppose que ce que je veux dire, c'est que ce ne serait pas idéal pour nous non plus. Chaque fois qu'on rêve de se débarrasser de Vladimir Poutine, on semble imaginer qu'il serait remplacé par un autre Eltsine, un libéral docile qui ferait ce qu'on lui dit. Mais la principale pression ou frustration qui monte contre Poutine semble venir du fait que sa retenue est interprétée comme une faiblesse en Occident. Il n'a rien fait de significatif en représailles contre les HIMARS, les F-16 et ainsi de suite. Donc vous voyez, sa principale opposition viendra probablement de figures très bellicistes. Je dis toujours qu'il faudrait peut-être réfléchir à tout cela avant de se lancer dans nos rêveries sur le remplacement du président Poutine. Mais cela m'amène aux Européens. Nous avons un peu parlé de l'irresponsabilité des Américains. Mais pour les Européens,
il semble y avoir un véritable dilemme. D'un côté, ils reconnaissent que les Tomahawks pourraient déclencher la Troisième Guerre mondiale, et que, si nous laissons le traité START s'effondrer, cela pourrait mener à une guerre nucléaire. Pourtant, s'ils entraînent les États-Unis dans une guerre contre la Russie, ce serait peut-être la seule chose capable de sauver cette situation désespérée. Ils voient donc les dangers de l'escalade. Mais d'un autre côté, quelle est l'alternative? Ils ne peuvent pas perdre. Nous avons tout misé sur cette guerre. Comment voyez-vous la suite? Parce que, dans l'ensemble, je suppose que la relation transatlantique avec les États-Unis dépend de l'existence d'un adversaire russe. Mais faire de la Russie un ennemi rend aussi l'Europe moins prospère, moins sûre et moins pertinente dans le monde. Ce n'est donc pas une grande architecture de sécurité, car nous continuons à nous accrocher à l'OTAN. Nous finissons par, vous savez, rediviser le continent, le remilitariser et nous affaiblir, en nous rendant plus dépendants des États-Unis, qui franchement aimeraient tourner leur attention vers des régions du monde plus intéressantes. Pensez-vous que l'OTAN survivra à cette guerre? Non, je ne vois pas l'Union européenne survivre à cette guerre. Je ne vois pas l'Europe y survivre dans sa configuration actuelle. Écoutez, il y a plusieurs éléments qui jouent contre la posture extrêmement dangereuse de l'Europe aujourd'hui. D'abord, les États-Unis ne veulent pas d'une guerre avec la Russie. Je veux dire, Donald Trump a clairement indiqué que c'était le problème de l'Europe. Même Kaja Kallas, connue pour être peut-être encore plus obtuse que Baerbock, reconnaît que les États-Unis se sont lavé les mains du conflit ukrainien. C'est à nous de gérer cela, et nous n'en sommes pas capables. Nous ne le pouvons tout simplement pas. Et peu à peu, on commence à voir les Européens se réveiller face à la réalité de ce qui se passe ici et aux dégâts qui ont été causés. Je veux dire, l'Allemagne est un désastre économique et la France est un désastre politique. Le Royaume-Uni s'effondre à l'heure où nous parlons. Vous savez, l'idée que l'Europe puisse entraîner les États-Unis dans cette guerre est absurde. Même si, encore une fois, regardons les Tomahawks, à moins qu'un changement radical n'intervienne, où Trump dirait « je leur donne des Tomahawks américains avec du personnel de soutien américain ». Cela contredirait tout ce qu'il a dit. Il a affirmé que cela passerait par un partenaire de l'OTAN, que ce ne serait pas américain. Cela signifie que les délais sont tels que nous ne parlons pas de quelque chose de réaliste. C'est comme avec le missile ERAM dont nous avons parlé plus tôt. Tu sais, on est en octobre, ils ont produit un seul prototype. C'est tout. Où sont les 3200 censés semer la mort et la destruction sur la Russie? Ils n'existent pas, et ils n'existeront pas avant un certain temps. Et l'Ukraine ne tiendra pas encore très longtemps. Je veux dire, comme Vladimir Poutine l'a mentionné à Valdai, il a dit « Regardez, cette guerre est simple. Nous tuons leurs soldats, et ils ne peuvent pas les remplacer. Et à un moment donné, ils s'effondrent. C'est la stratégie russe. Attendre que ça se termine. Politiquement, tout ce que la Russie a à faire, c'est de continuer ainsi. » Tuer des soldats ukrainiens en grand nombre, ce qu'ils font en ce moment même, et attendre. Peu importe le type de système d'armes fourni, car s'il n'y a plus d'Ukrainiens pour les utiliser, cela n'a tout simplement plus d'importance. Et c'est littéralement ce qu'a dit Vladimir Poutine. Mais l'autre chose, c'est que plus nous attendons, plus l'Europe se fracture. Je veux dire, il devient de plus en plus évident que beaucoup de ces gouvernements ne seront plus là à la même époque l'année prochaine. La France vient de perdre son 6e, peut-être son 7e Premier ministre en 2 ans. C'est un gouvernement dysfonctionnel. Combien de temps Macron peut-il encore tenir? À un moment donné, tu sais, la réalité impose qu'il devra démissionner et convoquer une élection présidentielle anticipée, puis il disparaîtra.
Et quand il sera parti, il sera remplacé par quelqu'un qui ne poursuivra pas ces politiques françaises irresponsables. Keir Starmer appartient également au passé. Tu sais combien de temps pouvons-nous encore attendre? Je veux dire, cet homme dit en gros, nous allons réduire toutes vos retraites. Nous allons changer votre vie telle que vous la connaissez, parce que mon gouvernement ne sait pas élaborer de politique solide. Oh, et au fait, nous voulons que vous payiez des milliards de dollars à l'Ukraine pour cette guerre qui ne peut pas être gagnée. L'Europe, l'OTAN, ne peut pas survivre. L'OTAN n'a pas la capacité de reconstituer un système militaire atrophié. Il n'y a pas assez d'argent dans le monde pour y parvenir, surtout compte tenu de la manière dont l'OTAN fonctionne. Ils n'ont pas de véritable système d'acquisition unifié. Ils n'ont ni la formation, ni la concentration, ni le leadership nécessaire. Rien de tout cela. Ils se sont reposés pendant les 4 dernières décennies sur les États-Unis, comptant sur le soutien américain. Aujourd'hui, pourtant, que peut faire l'OTAN par elle-même? La réponse est littéralement rien. Rien. Absolument rien. Et c'est trop coûteux à réparer. Regardez les Allemands. 100 milliards d'euros en 2022 pour remettre l'armée allemande à niveau afin qu'elle puisse faire face aux Russes. L'année dernière, ils ont dû demander plus d'argent parce que ces 100 milliards étaient partis. Ils n'avaient pas fait la moindre différence. Il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour résoudre les problèmes militaires de l'Europe tant que l'OTAN elle-même reste le problème. Si l'on veut renforcer la posture et les capacités militaires européennes, alors les États-nations doivent se détacher de l'OTAN et se concentrer sur les besoins légitimes de défense de leur propre pays. Cela pourrait signifier se tourner vers les nations voisines, à gauche et à droite, et travailler ensemble. Mais cette idée de 30 nations travaillant main dans la main est absurde. C'est une fantaisie, une fiction. L'OTAN s'effondre. Quand Mark Rutte est devenu secrétaire général, j'ai dit qu'il serait le dernier secrétaire général de l'OTAN. Cette prédiction pourrait bien se réaliser, car à mesure que l'Union européenne s'effondre, l'OTAN s'effondre aussi. Et l'Union européenne est en train de s'effondrer à l'heure où nous parlons. On ne peut acheter une élection qu'un certain nombre de fois. Nous avons vu l'Union européenne acheter une élection en Roumanie. Nous l'avons vu en acheter une en Moldavie. Ils n'ont pas pu en acheter une en République tchèque et ils n'en achèteront pas une en Allemagne ou en France. Ils n'ont pas pu acheter l'élection la dernière fois en Pologne. Donc c'est fini. Jeu, set et match. L'Europe s'effondre. Tout ce que la Russie a à faire, c'est attendre que cela se termine. Oui. Eh bien, j'étais à Valdai, et une chose que j'ai entendue de la part de nombreux participants, surtout des généraux étrangers, y compris indiens, et des ambassadeurs, c'est le manque de compréhension de ce que la Russie a fait et de ce qu'elle fait dans la guerre. Certains se demandaient pourquoi elle ne fait pas ce que les Américains ont tenté de faire en Iran, c'est-à-dire lancer une frappe de décapitation, car il semble que la Russie serait en position de le faire. Comme vous l'avez suggéré, cette guerre d'usure est par nature très atroce. Elle consiste simplement à affaiblir et anéantir l'armée adverse. Comment voyez-vous cela? Comment expliquez-vous que les Russes continuent simplement à affaiblir l'armée ukrainienne au lieu d'opter pour une frappe de décapitation? Vous savez, lorsque j'ai été invité en Russie en août, je m'y suis rendu et j'ai été accueilli par le Club de l'Unité nationale. Le Club de l'Unité nationale est affilié à l'État de l'Union, qui est une structure politique et économique réunissant la Biélorussie et la Russie. Mais dans chaque conversation tenue par le biais du Club de l'Unité nationale, à propos de l'État de l'Union, il parlait des 3 sœurs. Voyez-vous, l'État de l'Union ne sera pas complet tant qu'une 3e sœur ne l'aura pas rejoint. Et la 3e sœur, c'est l'Ukraine.
L'Occident ne comprend pas cela, car notre mentalité, c'est la guerre, la destruction. C'est ce que nous faisons. Je vous garantis que si c'était l'Amérique, il n'y aurait pas de gouvernement ukrainien, il n'y aurait pas d'Ukraine aujourd'hui. Nous l'aurions réduite en cendres. Cela ne veut pas dire que nous aurions forcément gagné, car nous trouvons toujours un moyen d'aide, mais nous aurions détruit l'Ukraine. Les Russes considèrent l'Ukraine comme la troisième sœur. On ne tue pas sa sœur. Ta sœur s'est égarée, mais tu veux qu'elle revienne et qu'elle rejoigne la famille. Cela a toujours été le but et l'objectif. Je veux dire, l'Ukraine occidentale pose un dilemme parce qu'elle n'est pas orthodoxe. Elle ne partage pas le même système de valeurs que les Ukrainiens, Biélorusses et Russes traditionnels, la trilogie slave. L'Ukraine occidentale est une aberration, politiquement et autrement. Ce problème devra être résolu d'une manière ou d'une autre. Vous savez, si l'on suit Naryshkin et ce dont il parlait plus tôt cet été, la donner aux Polonais. Il n'y a pas de meilleure façon de se débarrasser du bandérisme que de la donner aux Polonais, qui détestent les bandéristes. Mais le but n'est pas de détruire l'Ukraine. Le but est de se débarrasser de ce gouvernement nationaliste ukrainien qui s'est vendu à l'Occident. Mais l'objectif a toujours été, et l'est encore, je crois, de ramener l'Ukraine dans le giron du monde slave, la troisième sœur rentrant à la maison. Et si l'on voit les choses sous cet angle, on comprend pourquoi il n'y a pas eu de décapitation. Car pour décapiter, il faudrait frapper la rue Bankova. Il faudrait détruire Kiev. Kiev est une ville héroïque, la ville héroïque de la guerre que les Russes honorent à chaque jour de la victoire. Le rôle joué par l'Ukraine dans la défaite de l'Allemagne nazie, la souffrance endurée par l'Ukraine à cause de l'Allemagne nazie, sont compris de tous. Ainsi, l'idée que la Russie se retourne contre sa sœur, alors que cette sœur a été égarée par l'Occident, peut être difficile à comprendre pour les Occidentaux, mais elle ne l'est pas pour les Russes. Eh bien, juste une dernière question pour terminer sur une note positive. Peut-être que nous verrons ce qu'il en est du traité START. Poutine a proposé ce traité nucléaire qui doit expirer en février. C'est celui qui limite les armes nucléaires de chaque côté. Cela pourrait déclencher une course aux armements nucléaires, ce qui ne devrait vraiment pas être une question politique. C'est tout simplement horrible pour le monde entier. Au début, il semblait qu'il n'avait reçu aucune réponse. Mais maintenant, Trump semble avoir indiqué qu'il apprécie l'offre. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à ce sujet. Voyez-vous un avenir ou une possibilité d'étendre le nouveau traité START, au moins de gagner une année supplémentaire pour éviter un Armageddon nucléaire? Qu'est-ce qui empêche cela? Eh bien, tout d'abord, le traité START est mort. Il expirera le 5 février et ne sera pas prolongé. Ce n'est pas ce que propose Poutine. Les Russes étaient prêts à recevoir une offre des États-Unis pour prolonger le nouveau traité START, mais cela exigeait que les États-Unis changent d'attitude. La Russie ne va pas s'engager dans des négociations sur le contrôle des armements stratégiques avec une nation qui cherche la défaite stratégique de la Russie. Et c'était la politique de l'administration Biden, la défaite stratégique de la Russie. C'est pourquoi, en gros, le nouveau traité START a cessé d'être appliqué. Personne n'a violé les contraintes, mais il n'y a plus de régime d'inspection, plus d'échange de données, rien de ce qui fait fonctionner le traité. Et l'administration Trump, franchement, n'a pas été active à cet égard. En fait, elle a fait pire. Vous savez, le 25 juillet, Donald Trump a déclaré « Ce traité New START, nous ne pouvons pas le laisser expirer. Trop tard, Monsieur le Président. Il va expirer. » Mais pourquoi n'a-t-il pris aucune mesure à ce sujet? Eh bien parce que le 19 juillet, 6 jours plus tôt, Marco Rubio a vidé le département d'État de sa substance. Littéralement vidé. 1300 postes ont été supprimés.
Beaucoup de ces personnes étaient impliquées dans la surveillance des traités et la négociation de nouveaux accords. Celles qui interagissaient avec les Russes, elles ne sont plus employées. De plus, les bureaux et départements, les directions, qui auraient normalement pris la tête d'un dossier comme celui-ci, ont été fusionnés. La personne qui dirigerait habituellement les négociations sur le contrôle des armements est désormais aussi responsable de la lutte contre le terrorisme et contre le trafic de drogue. Comment voulez-vous faire du contrôle des armements une priorité dans ces conditions? Le contrôle des armements est toujours la chose la plus difficile à faire accepter aux gens, car il n'a pas l'immédiateté, vous savez, du 11 septembre ou des trafiquants de drogue vénézuéliens traversant les océans. C'est quelque chose d'ésotérique. Et maintenant, la personne censée vendre ce concept ésotérique de contrôle des armements au président dirige également une guerre potentielle contre le Venezuela. Et vous savez, des opérations antiterroristes au Moyen-Orient, etc. Personne ne fait ce travail en ce moment. Personne. Et vous avez vu l'ambassadeur russe auprès des Nations Unies déclarer qu'il ne se passait littéralement rien. Rien ne venait des États-Unis à ce sujet. Alors Vladimir Poutine, en prenant acte de cela, a, je crois, déclaré le 22 septembre, « Écoutez, nous proposons un moratoire d'1 an. Le traité est mort, terminé. » Mais nous maintiendrons les plafonds en place, 1550, pendant 1 an. Et durant cette année, si les États-Unis veulent dialoguer avec nous, nous serons plus qu'heureux de le faire. Vous savez, l'une des autres choses que l'administration Trump a rendu difficile, c'est que les Russes sont prêts à avoir une négociation bilatérale avec les États-Unis. Mais Trump a dit, « Oh, il faut que les Chinois soient inclus. » Les Russes se disent, « Eh bien, si vous voulez que la Chine participe aux discussions, très bien. Mais voici ce que Poutine vient de dire. Si vous voulez que la Chine participe, parlez à la Chine. » Mais comprenez que si vous élargissez les discussions de cette manière, alors le Royaume-Uni et la France, qui sont, soit dit en passant, membres de l'OTAN et étendent leur parapluie nucléaire en Europe, entrent aussi dans la discussion. Et d'autres sujets, comme la défense antimissile, se retrouvent également sur la table. Et puis Poutine a dit, si vous donnez des Tomahawks à l'Ukraine, ça met fin à tout, là, tout de suite. Il n'y aura pas, il n'y a pas de solution facile à cela. L'administration Trump, vous savez, Donald Trump a dit, oh, ça semble être une bonne idée, mais qui le conseille? Parce que je ne pense pas qu'il puisse aller plus loin. Pourquoi est-ce une bonne idée, Monsieur le Président? Pourquoi est-ce une bonne idée? Parce que je sais que le président a été informé de ce qui se passera le 6 février si le traité disparaît et que le moratoire n'est plus en place. Le Minuteman III, oh d'ailleurs, pour que tout le monde comprenne bien, le missile Sentinelle était censé remplacer le Minuteman III d'ici 2030. Il est mort-né. On ne peut pas se le permettre. Ça ne fonctionne pas. Nous allons donc prolonger la durée de vie du Minuteman III jusqu'en 2050. L'un des aspects clés du Minuteman III est qu'il s'agissait autrefois d'un système à 3 ogives. En raison du traité New START et d'une version antérieure du traité START, nous l'avons réduit à une seule ogive. Nous avons testé le Minuteman III à plusieurs reprises par le passé avec 3 ogives, simplement pour prouver que le système en était capable. Mais le Congrès a été informé que si le traité New START disparaissait, le Minuteman III serait immédiatement rééquipé en système à 3 ogives. Nous avons actuellement 450 missiles Minuteman III déployés. Cela représente 450 ogives. Nous verrions immédiatement ce chiffre tripler. Même chose avec le Trident. Nous avons réduit le nombre de tridents jusqu'à un certain point, mais nous verrions chaque missile Trident doté d'un plus grand nombre d'ogives. Nous quadruplerions, voire quintuplerions littéralement, le nombre d'armes nucléaires stratégiques déployées du jour au lendemain.
Et les Russes ne peuvent pas simplement laisser cela se produire dans le vide. Mais ils ont construit leur propre système. Ce qui est intéressant, c'est que nous parlons du Trident, qui existe depuis des décennies, et du Minuteman III, plus ancien que les personnes qui l'exploitent. Nous n'avons aucun système nouveau ou moderne. Le B-21, nous n'avons pas les moyens de nous le permettre. Les Russes, en revanche, disposent du Sarmat, un lourd missile balistique intercontinental qui nous atteindrait non pas en passant par le pôle Nord, mais par le Sud, où nous n'avons ni défense ni moyen de détection. Ils ont l'avant-garde montée sur les Yars, les Topolem et d'autres, des véhicules de rentrée hypersonique, des systèmes à capacité nucléaire. Ils construisent toute une nouvelle génération de missiles. Le Sarmat, l'avant-garde, le Kinzhal, avec de nouvelles ogives et de nouvelles technologies, tous conçus pour déjouer les systèmes de défense antimissiles actuels et futurs. Comme l'a dit Poutine, nous sommes très à l'aise avec ce que nous avons. Nous sommes satisfaits de notre position. Nous pouvons survivre sans ce traité. Nous sommes prêts. Donc la Russie est prête. La Russie s'est déjà organisée pour maintenir sa capacité de dissuasion nucléaire dans un environnement post-New Start. L'Amérique, non. Nous allons paniquer, essayer de remettre en service d'anciens systèmes, et de la faiblesse naît la stupidité. Nous le voyons bien. Nous venons d'en parler avec la décision de déployer le Tomahawk. Les États-Unis vont entrer dans une course aux armements nucléaires avec la Russie à partir d'une position de grande faiblesse. Une faiblesse extrême. Et cela ne peut rien donner de bon. De mauvaises décisions ont été prises de part et d'autre. Donc même si nous obtenons une prolongation d'1 an, ce qui est indispensable d'ailleurs, je veux dire si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés. Je veux que ce soit bien clair car cette administration n'a pas, comme on le voit avec l'Ukraine, les conseillers les plus avisés auprès du président. Et ils verront dans la force de la Russie une force qu'il faudra égaler. Et puisque nous n'avons pas la force de rivaliser, nous répondrons à leur puissance par de la posture. Ce sera nous qui courons partout en essayant de pousser, parce que nous croyons que les Russes bluffent. Et des incidents se produiront, des erreurs seront commises, des calculs erronés, de mauvais jugements, et alors il y aura un échange nucléaire. Pour que les gens comprennent, l'administration Biden était prête à mener une guerre nucléaire avec la Russie l'automne dernier. Vraiment prête. Ils voulaient cette guerre. Ils ont dit, nous sommes prêts. La décision d'approuver les attaques MS en novembre pour frapper des cibles en profondeur, la CIA a estimé qu'il y avait 51% de chances ou plus que la Russie réponde avec des armes nucléaires. La réponse de l'administration Biden n'a pas été « Oh, ils bluffent, ils ne le feront jamais ». C'est qu'ils le fassent. Nous sommes prêts, nous gagnerons cette guerre. Bien sûr, l'homme qui a dit « nous allons gagner », Thomas Buchanan, c'était son nom, le contre-amiral du commandement stratégique, a aussi dit qu'il faudrait peut-être être honnête avec le peuple américain sur ce que signifie gagner, car ce ne sera pas ce que vous pensez. La société sera détruite, tout sera détruit. Nous aurons un gouvernement en place, mais la démocratie sera morte et les choses que vous appréciez dans la vie aujourd'hui n'existeront plus. Voilà ce que signifie gagner. Chaque fois que j'entends un officier militaire américain parler de victoire et accepter que cette victoire implique la défaite de la démocratie américaine, je dois poser la question, que défendez-vous? Et pourquoi allons-nous faire la guerre? C'est là toute l'absurdité de la guerre nucléaire. Et l'administration Trump poursuit dans cette voie. Souvenez-vous, nous parlons de l'État profond, nous parlons de l'establishment. C'est bien réel. Les personnes qui ont créé la perception que nous pouvions gagner une guerre nucléaire sous l'administration Biden font toujours partie de l'establishment aujourd'hui. Toujours à la CIA, toujours dans l'armée, toujours dans le monde universitaire, les groupes de réflexion, tous ceux qui participent à cet ensemble nucléaire.
Ils sont toujours là. Cet état d'esprit existe encore. Et ce sont ces personnes qui conseillent le président actuel. Donc, si nous nous retrouvons dans une situation où les États-Unis sont en position de faiblesse, perçus comme vulnérables, et que nous devons adopter une posture pour en sortir, et que le président est confronté à la décision, si vous faites cela, il pourrait y avoir une guerre nucléaire, on lui dit, nous pouvons la gagner. Nous ne le pouvons pas. Et on lui dit aussi qu'elle peut être contenue, que nous pouvons avoir un échange nucléaire limité. Non, c'est impossible. Chaque jeu de guerre ayant jamais simulé un échange nucléaire entre les États-Unis et la Russie ne s'est jamais terminé par « Oh d'accord, nous avons largué juste assez d'armes nucléaires, arrêtons-nous là ». Cela se termine toujours par un échange total des capacités nucléaires. Et le monde disparaît. C'est là où nous en sommes. C'est une situation extrêmement dangereuse. Vladimir Poutine a proposé non seulement aux États-Unis, mais au monde entier, un moratoire d'1 an sur une certaine mort. La question est, que va faire l'Amérique? Vous savez, le Congrès, enfin pas adopté, mais les républicains, après avoir entendu la folie de Biden, ont soumis une résolution à la Commission des Affaires étrangères pour interdire le transfert de missiles ATACMS à l'Ukraine et pour interdire la fourniture de renseignements utilisés pour guider ces engins. Ils ont dit que c'était parce que cela mènerait à la guerre. Eh bien, nous avons besoin que le Congrès fasse la même chose pour les Tomahawk aujourd'hui, qu'ils disent essentiellement au président « Non, vous ne pouvez pas vendre de Tomahawk. Nous ne le permettrons pas et nous ne vous permettrons pas de fournir des renseignements. Nous avons besoin que le Congrès agisse, mais nous avons aussi besoin que les alliés de l'Amérique agissent. Les alliés de l'Amérique en Europe doivent dire « c'est du suicide, c'est stupide, c'est mauvais ». L'Europe doit comprendre qu'elle n'a jamais possédé l'Ukraine et qu'elle ne la possédera jamais. L'Ukraine n'a jamais été à elle et ne le sera jamais. Alors abandonnez cette illusion. Vous ne perdez rien, vous ne l'avez jamais eu. Cela ne vous a jamais appartenu. Alors pourquoi vous suicider pour quelque chose qui n'a jamais été à vous? L'Europe doit se sauver elle-même. Mais que ce savez, non, c'est Juris, est mode. Il faut promouvoir le contrôle des armements. Au lieu que le Royaume-Uni et la France cherchent à devenir une troisième superpuissance, ils doivent reconnaître la réalité déstabilisatrice de leurs forces nucléaires indépendantes et être prêts à les mettre sur la table dans le cadre d'un accord global négocié entre la Russie et les États-Unis. La Russie est prête à le faire. Mais la guerre en Ukraine doit se terminer en faveur de la Russie. Les États-Unis et l'Europe doivent cesser leur politique visant à renverser Vladimir Poutine et à détruire la Russie, et apprendre à vivre en harmonie pacifique avec elle, sinon en amis, du moins pas en ennemis. Alors les structures de dissuasion nucléaire pourraient être ajustées à cette nouvelle réalité. Mais sans cela, nous allons entrer dans une course aux armements, et la fin ne s'annonce pas très bonne. Oui, nous devrions vraiment reconsidérer cet objectif de défaite stratégique de la Russie, la plus grande puissance nucléaire du monde, avant de détruire la planète. C'est assez choquant de voir les risques que nous sommes prêts à prendre dans cette guerre par procuration. Quoi qu'il en soit, merci, comme toujours, d'avoir été aussi généreux de votre temps et de nous avoir mis en garde. Je pense que nous traversons une période très dangereuse, et il est un peu inquiétant de voir à quel point le monde semble indifférent et insouciant face à la voie que nous empruntons actuellement. Donc merci encore pour votre temps, et j'espère que vous pourrez revenir un jour, si nous sommes encore en vie. Très bien, Glenn.